Mesdames, Messieurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement les organisateurs pour leur invitation à situer ainsi aujourd'hui le droit du marché de l'art vis-à-vis du thème qui nous réunit. Dans nos travaux de doctorat, nous qualifions le marché de l'art de marché de l'incertitude. Il nous semble également manifeste que le droit vient répondre à cette caractéristique structurelle pour tenter d'apporter des certitudes relatives nécessaires pour générer de la confiance, condition sine qua non à la pérennité de tout marché économique. Soulignons encore à titre liminaire une dimension d'incertitude que nous n'aborderons pas frontalement, économique cette fois, celle liée à la valeur de la chose. En effet, en l'absence d'utilité, de substituabilité de ces biens d'agrément, qui sont par ailleurs des unicats, aucun argus n'est possible, aucune valeur de prix n'est déterminable en réponse à un besoin défini, de sorte que le juste prix d'une œuvre est celui que produit le marché par la rencontre d'une offre nécessairement limitée et d'une demande variable, elle-même incertaine. Raison pour laquelle, subséquemment, la vente aux enchères publiques est si mobilisée pour la cession de biens culturels, l'émulation concurrentielle permise par l'encan, permettant d'atteindre un prix maximal théorique. Dimension à laquelle n'est d'ailleurs pas insensible le droit, à la fois dans les procédures civiles d'exécution, par exemple, mais encore dans des ventes volontaires ordonnées par décision de justice pour maximiser les subsides tirés d'une vente. Pensons ici à la jurisprudence Succession de Giacometti, où l'administratrice dut céder une sculpture pour financer le stockage de l'ensemble des autres œuvres. Je renvoie en tout cas sur ce lien du mode de vente à l'incertitude sur la prisée et la valeur de cession des œuvres aux travaux fondateurs de Laurence Moget-Vielpo en droit des ventes aux enchères. Plus strictement que cet aléa sur la valeur commerciale, l'appel à communication soulignait que l'incertain désigne ce qui peut être mis en doute. Soulignons à cet égard que les deux notions sont véritablement gémellaires et amènent à s'interroger, d'une part, sur la façon dont le droit se positionne face au doute, qu'il s'agit le plus souvent de contenir, voire dissiper, mais aussi dans quelle mesure il fait de ce doute un outil juridique. Le négoce artistique, à la fois comme espace et temps, constitue en tout cas un terrain privilégié d'observation de l'incertitude, tant comme état de fait auquel le droit tente de répondre, mais aussi méthode juridique à mobiliser via de véritables injonctions à douter. Nous explorerons en permanence ces deux dimensions en insistant à la fois sur les incertitudes systémiques au marché de l'art, auxquelles tentent de répondre les certitudes juridiques relatives produites par le droit, mais en montrant également qu'on érige bien souvent juridiquement le doute comme réponse à cet incertain structurel, essentiellement par l'aléa entrant dans le champ contractuel. L'incertitude qui est à gérer à la fois par les opérateurs commerciaux et leurs clients est en tout cas de deux grands ordres. Elle tient tout d'abord aux difficultés d'identification et donc de description des œuvres proposées à la vente, mais également au fait que les biens culturels négociés sont susceptibles de constituer des supports privilégiés de comportements délictueux que le législateur tente de juguler en imperméabilisant le marché de l'art licite. Nous aborderons donc successivement ces deux dimensions. Grand 1, le doute sur la nature des œuvres marchandises et la relativité de la certitude contractuelle. Que vend-on, qu'achète-t-on? Là est une question que l'on se pose rarement sur les marchés ordinaires de biens manufacturés où l'espèce de la chose relève de l'évidence. Il n'en est rien en matière artistique puisque les objets d'art de collection ou d'antiquité sont dépourvus d'utilité. En tant que biens somptuaires, les œuvres échappent à l'impératif de l'usage et donc à un genre commun. Plus encore, quand bien même en tant qu'objet trace du passé, ceux-ci seraient encore fonctionnels, ils sont désirés, valorisés et décrits juridiquement dans leur identité, puisque destinés avant tout à être possédés et exposés qu'en tant que ce qu'ils sont. L'acquéreur n'achète d'ailleurs pas un tableau de tel format ou de telle couleur, mais bien l'œuvre de tel peintre ou l'objet de telle période. Le marché de l'art, que nous définissons comme un marché d'essence informationnelle, fait d'ailleurs reposer sa création de valeur ajoutée sur l'identification, la caractérisation et la description de ces œuvres marchandises. C'est ce service de détermination que le vendeur ou l'acheteur, profane comme averti, paie. Le professionnel s'engageant en effet sur ce qu'il propose à la vente. L'information étant asymétrique et rare, elle est valorisée et dès lors monnayée. Plus encore, dans une économie du goût, l'incertain suscite le désir. L'incertitude sur l'identification de la nature des œuvres marchandises est donc paradoxalement tout à la fois le talon d'Achille de ce marché et la dynamique principale qu'il agit.
C'est en tout cas sur la foi de cette description à la vente que les acheteurs vont se décider à acquérir. Dans ce que nous qualifions dans nos recherches d'orthodoxie de l'authentique, rétive et pourtant sans cesse confrontée à l'incertitude, en particulier dans une double dimension corporelle et immatérielle, il s'agit sans cesse de dire l'œuvre et d'opérer une réduction juridique du doute. C'est parce qu'il y aurait une vérité de l'œuvre d'art comme chose que tout le monde cherche l'authenticité qui se vérifie dans une adequatio rei et intellectus, c'est-à-dire un rapport de plausibilité entre un régime de discours obligataire des co-contractants et une réalité tangible de l'objet, ce d'autant plus que l'art est pensé, en tout cas en Occident à la période contemporaine, dans un régime de singularité liant une réalisation à une paternité, un génie, une signature, etc. L'authenticité est donc un entendement intellectuel de perception, est authentique, ce qui correspond de façon exacte à une nature et une origine attendue. L'authenticité contractuelle est donc, au sens premier, une espérance. Dès lors qu'une œuvre prototype de l'ordre de l'intellectuation est tenue pour vraie, toute la pratique d'identification sur le marché de l'art va donc constituer en une vérification des qualités d'une œuvre marchandise concrète examinée sur la base de ce modèle intellectuel. Ce régime de vérité de l'objet étant par la suite déterminant du consentement des parties au contrat. L'authentification procède donc d'un consensus, d'une incertitude et d'une vérité relative en tant qu'état de discours sur l'objet du réel qui se joue dans des intersubjectivités nourries de connaissances historiques et des progrès de l'expertise. Problème, si la paternité des œuvres d'artistes contemporains ne pose guère de difficultés, en ce qu'on peut s'adresser à eux, ou peu après leur décès à une galerie détenant leur estate ou à un comité spécialiste, la tâche est bien plus ardue pour l'art ancien, où les biens sont soumis à un aléa d'une paternité supposée ou d'une authentification anonyme, mais où se joue la situation de l'objet, dans ses qualités, sa période de production ou son histoire. Toutes les interrogations relatives à l'authenticité des œuvres d'art sont donc la source d'une abondante jurisprudence dès lors que la véracité contractuelle est mise à mal par la vérité du réel. Les descriptions de l'eau, particulièrement au catalogue, vont ainsi déterminer la force et la nature des obligations dans l'engagement contractuel et résultent elles-mêmes de conventions d'expression. Après-guerre, les négociants firent preuve d'une créativité discursive indéniable pour décrire les biens qu'ils cédaient dans des formules très différentes, mais qui, si elles avaient le mérite d'une certaine précision à leur bénéfice, pour, selon l'expression consacrée, se couvrir quant à l'engagement authentificatoire qui était le leur dans les obligations souscrites, étaient corrélativement on ne peut plus ambigus pour les acheteurs et trompaient souvent ces contractants moins avertis. Ce phénomène témoignait d'ailleurs d'une volonté de fermer le marché de l'art entre gens du métier, comme on l'entend encore souvent, où derrière une formule sibylline et équivoque, il fallait comprendre. Quand les acquéreurs marchands pouvaient et devaient comprendre dans l'implicite une convention linguistique partagée, les acheteurs non initiés étaient facilement trompés. La nature du marché de l'art comme économie du désir dupe en effet, on ne peut plus vite, celui qui veut croire à ce qui lui séduit l'essence, surtout quand celui-ci n'est pas connaisseur. Raison pour laquelle le législateur se décida à intervenir lors de ce que nous qualifions de tournant commercial des années 1980, afin de fixer les usages de vocabulaire dans les catalogues, documents de promotion et certificats d'authenticité. Ainsi, le décret du 2 mars 1980, plus connu sous le nom de décret Marcus, entérine à la fois des usages signifiants produits par les acteurs du marché de l'art, mais fixe aussi leur portée signifiée pour en limiter la dimension possiblement trompeuse. Cette réglementation est donc typiquement française et elle va délimiter une grammaire descriptive précise, quel que soit le mode de vente, qui va permettre de délimiter par les mots choisis l'engagement des parties. En sus de ces effets contractuels et face aux incertitudes de l'objet, le décret Marcus a également, soit noté, une portée pénale. L'article 1er de ce décret dispose qu'il trouve à s'appliquer aux vendeurs habituels et occasionnels d'œuvres d'art ou objets de collection ou leurs mandataires, et que tout acquéreur est en droit de solliciter la délivrance d'une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait de procès-verbal de la vente publique contenant les spécialisations qui auront été avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue. Les 8 autres articles du décret Marcus précisent le sens des formules usuellement utilisées par les négociants et font état de certitudes plus ou moins affirmées qui peuvent être ainsi résumées. L'expression d'époque de l'article 2, c'est-à-dire la dénomination d'une œuvre ou d'un objet lorsqu'elle est uniquement ou immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence. Je cite ici le décret.
Au terme de l'article 3, les graphies inscrites sur un bien, qu'elles soient estampilles ou signatures, entraînant ensuite, sauf réserve expresse sur l'authenticité de l'œuvre, la garantie identique que l'artiste ou l'artisan en est effectivement l'auteur. De même que les mentions œuvre de X ou par X, ou encore la mention d'un artiste précédant la désignation ou le titre d'un objet ou d'une réalisation en cause, emportent les mêmes engagements. Cette affirmation exclut donc tout aléa dans la description du bien et engage le professionnel qui présente le bien avec cette paternité. Le 4e article du décret Marcus dispose également que, je cite, « L'emploi du terme attribué à, suivi d'un nom d'artiste, garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable. » Cette désignation répond donc à une exigence de datation précise, mais avec l'admission d'un aléa quant à la paternité exacte de l'œuvre. Il s'agit là de la principale réserve anticontentieuse qui est mobilisée par les vendeurs en introduisant une affirmation d'incertain dans le champ contractuel. Une telle prudence dans les affirmations avait été, il faut le relever, déjà admise en jurisprudence avant le décret Marcus, mais il s'agit d'une réelle camisole descriptive du doute qui permet d'établir une certitude relative, car la paternité emporte la conviction du cédant, tout en permettant à celui-ci de se tenir à distance d'une quelconque action en annulation pour erreur sur les qualités essentielles par l'expression explicite de son incertitude, sauf erreur objective de datation qui rendrait l'attribution finalement non plausible. Le 5e article de ce décret Marcus précise le sens des termes atelier 2, qui, suivi d'un nom d'artiste, garantit que l'œuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction. Je cite ici le législateur, enfin le pouvoir exécutif. Cela vise donc les dynasties d'artisans, notamment pour l'époque visée. Au-delà de cette période, on a au mieux un suiveur d'eux non visé par le décret Marcus, mais qui, d'après les juges, désigne, je cite, une personne qui s'inspire de l'œuvre d'un artiste renommé. On est donc là dans un degré d'incertitude supérieur. La mention école 2, suivie d'un nom d'artiste, entraîne par contre, je cite ici l'article 6, la garantie que l'auteur de l'œuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Le pouvoir réglementaire borne également ses rapports formels de maître à disciple, en exigeant que l'œuvre ait été exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à 50 ans après sa mort, de même qu'en cas de mention d'un lieu d'exercice, celle-ci garantit que l'œuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement dans le lieu visé. L'article 7 exclut par contre tout engagement de datation par l'usage d'expressions comme dans le goût de, style de, à la manière de, dans le genre de, d'après X, à la façon de, qui selon ce décret Marcus, je cite, ne confère aucune garantie particulière d'identité, d'artiste, de date de l'œuvre ou d'école, et ne sont que des descriptions stylistiques pour des œuvres d'inspiration ou en cas d'incertitude extrêmement forte. La jurisprudence a inclus dans ce sillage les mentions dans le goût de. Enfin, les articles 8 et 9 du décret Marcus distinguent bien les originaux, fussent-ils multiples, pensons aux gravures, aux tirages de bronze, des copies, facsimilés et surmoulages. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de ce décret Marcus, ces derniers doivent porter, je cite, de manière visible et indélébile la mention reproduction. Les vendeurs et les authentificateurs vont ainsi décrire des œuvres à partir des informations connues et ou révélées par l'expertise dans ces bornes langagières du décret Marcus, en serrant les incertitudes de l'objet. Ensuite, en cas de description dédite par la réalité, l'annulation est quasi acquise, y compris en cas d'impossibilité à établir la qualité réelle de la chose artistique, sauf à ce que le doute soit exprimé et donc précisément entré dans le champ contractuel, de sorte que, dans l'incertitude reconnue et bilatéralement acceptée, l'aléa chasse l'erreur et la nature réelle de la chose est jouée au risque et péril des parties. En l'absence de certitude positive ou négative, le doute est donc lui-même contractualisé, et ce sont tous les apports des célèbres affaires Poussin et Fragonard qui sont connus de tous les étudiants en droit des obligations en 2e année de droit. Outre la menace d'anéantissement rétroactif du lien contractuel par une action en annulation sur les qualités essentielles de la prestation, comme on dit depuis la réforme de 2016, les opérateurs commerciaux vont également être visés par des actions en responsabilité civile délictuelle
à l'occasion desquelles ils vont se voir reprocher de ne pas avoir douté, notamment si la chose est fausse ou contrefaisante, ou bien de ne pas avoir présenté, fait état de leur état d'incertitude sur la nature réelle de l'œuvre de la marchandise au moment de la vente, en particulier sur son authenticité. Grand 2, maintenant, l'incertitude sur la provenance des œuvres marchandises, la purge de l'illicite. Le droit pénal artistique saisit l'espace-temps du marché de l'art pour réaliser une épuration des œuvres illicites en circulation. La purge de ces dernières est organisée dans une approche cellulaire, tant aux limites externes qu'au sein de l'espace de marché. Aux frontières de l'espace-temps commercial, le contrôle de provenance, les outils de traçabilité et surtout la généralisation d'un standard comportemental de diligence usent précisément du doute pour dissiper les incertitudes. C'est ce qui nous intéressera désormais. Signalons seulement que le temps de la vente est également traversé par des logiques de reconstitution des légitimes propriétés, au travers des revendications que celles-ci soient privées, essentiellement suite à des vols et spoliations, notamment juifs sous le régime de Vichy, mais également publiques à travers des actions en revendication de biens du domaine public mobilier, avec alors de fortes incertitudes sur le statut de biens culturels anciens, souvent dispersés à la Révolution française, et dont l'historiographie et le statut juridique en découlant est lui-même incertain, le tout dans le cadre d'une politique de reconstitution active du ministère de la Culture depuis 5 ans, elle-même incertaine. Nous n'envisagerons pas non plus les doutes sur la licéité interne de la marchandise qui traverse pourtant les ventes de spécialités aux enchères, avec des topics notables pétris d'incertitudes quant à la légalité des cessions, s'agissant spécialement des armes anciennes, des objets de torture, des biens nazis ou des restes humains artifiés, les momies, reliquaires, souvenirs historiques, etc. D'abord, la diligence requise ou l'injonction de douter. Pour revenir à la première dimotion, en instaurant des règles contraignantes pour les opérateurs commerciaux du marché de l'art en matière de contrôle de provenance et de traçabilité, et en exigeant d'eux un comportement diligent, on limite la pénétration d'œuvres illicites sur le marché de l'art licite. On prive dès lors les criminels de débouchés lucratifs et on dissuade ainsi de la réalisation des infractions primaires, le pillage, le vol ou l'exportation illicite. Face aux incertitudes sur l'histoire d'une œuvre marchandise, il existe donc une véritable injonction à douter par ce standard comportemental des diligences requises qui permet de dissiper les ombres relatives à la provenance de la chose. Nous décrirons ce qui est souvent défini comme un constant raisonnable soupçon ou due diligence, mais aussi un comportement opératoire, c'est-à-dire les diligences requises, commandant certaines vérifications concrètes. On entend parfois parler de diligence matérielle. Ces actions vont permettre de caractériser la bonne foi du négociant, qui va emporter des conséquences à la fois civiles, avec en particulier une indemnisation après restitution, mais aussi pénales, avec les poursuites ou non pour recel, blanchiment, ou les incriminations spécifiques relatives aux antiquités du sang. Le droit du pénal du marché de l'art fait donc du négociant un acteur central de la lutte contre le trafic illicite, en lui intimant, mais aussi à son conseil éventuel, d'adopter un comportement psychologique et opératoire, empêchant l'entrée d'œuvres illicites dans l'espace économique licite, une véritable obligation de curiosité, comme un envers de l'obligation de renseignement. Le législateur exige ainsi de lui un comportement diligent qui se matérialise par un soupçon raisonnable et des vérifications de provenance qui lui permettent de justifier de sa bonne foi si l'œuvre se révélait a posteriori être le produit d'une infraction. En matière d'acquisition et de restitution, la bonne foi et la diligence vont en effet toujours de pair, mais ne se confondent pas. La seconde permet de caractériser la première. C'est parce qu'un acquéreur a été normalement diligent et qu'il a exercé les diligences requises par la situation qu'il peut être considéré comme de bonne foi. L'obligation de diligence renvoie en tout cas à une règle de comportement passif, le devoir de vigilance, et actif, les diligences requises, nécessaires à la caractérisation de sa bonne foi, croyance subjective, véritable état moral de résultat. Le droit français s'est réellement saisi de cette notion d'obligation de diligence sur le marché de l'art par l'article 6 quatrième de la loi du 20 février 2015, désormais codifiée à l'article L112-8 du Code du patrimoine sur la restitution des biens culturels. La disposition énonce que pour la restitution d'œuvres se trouvant en France et sorties illicitement du territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, je cite, le tribunal accorde en tenant compte des circonstances de l'espèce au possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien, une indemnité équitable destinée à réparer son préjudice qui est mise à la charge de l'État membre requérant, étant précisé, je cite toujours, que pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé,
de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. » Fin de citation. Mais la due diligence provient en réalité de l'ordre juridique supranational, puisqu'elle apparaît pour la première fois, s'agissant des biens culturels, dans la Convention Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou dicitement exportés, signée à Rome. Adoptée dans le sillage de la Convention UNESCO contre le trafic illicite des biens culturels de 1970, cet instrument de droit uniforme, la Convention Unidroit de 1995, constitue un corps minimum de règles juridiques communes aux fins de restitution et de retour des biens culturels entre les États contractants. Le traité prévoit essentiellement que les biens volés doivent être restitués sans égard à la bonne ou à la mauvaise foi du possesseur, mais cette bonne foi intervient lorsque le restituant entend bénéficier d'une indemnité. Il doit alors prouver qu'il a été diligent en effectuant toutes ces diligences raisonnables attendues de lui, celles-ci étant appréciées au regard des circonstances de l'acquisition, du prix payé, de la consultation par ce possesseur, de tout registre relatif aux biens culturels volés raisonnablement accessible, et de toute information ou documentation pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir. Si les États membres partis exactement au traité de droit romano-canonique, notamment la France, qui était partie au texte depuis juin 1995, mais qui ne l'a jamais ratifié, ont eu de mal à se saisir de la Convention Unidroit, c'est en raison d'eux, ou plutôt au prétexte que il y aurait un renversement de la charge de la preuve en imposant au restituant qu'il démontre sa bonne foi, puisqu'il faut, en vertu du traité de droit uniforme, que celui-ci, je cite, puisse prouver avoir agi avec la diligence requise lors de l'acquisition pour obtenir l'indemnité. La notion de diligence a pourtant finalement eu une force impérative en glissant de l'ordre juridique supranational du traité unidroit jamais ratifié au droit communautaire au travers de la directive 2014-60 sur la restitution des trésors nationaux, qui, par ricochet de l'obligation de transposition, est donc venu à son tour irriguer les droits nationaux des États membres, et notamment notre droit interne français. La diligence requise est finalement devenue la pierre angulaire de tous les systèmes de restitution en Europe, et vient irriguer le droit du marché de l'art, quelle que soit son échelle. La notion a d'ailleurs été récemment reprise dans une Europe géographique plus large, aux articles 7 et 8 de la dernière convention du Conseil d'Europe sur les infractions visant les biens culturels du 19 mai 2017, dite convention de Nicosie. Ce standard de diligence requise renvoie dans notre champ d'étude à un comportement normalement attendu d'un agent préalablement à toute acquisition d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité. La notion renvoie donc à l'attention et aux soins apportés par un acteur particulier, négociant, spécialisé ou institution culturelle, qu'il soit vendeur, intermédiaire ou bien acheteur, dans la vérification de provenance d'une œuvre marchandise, de la qualité du cédant et de la légitimité de la détention par ce dernier. La diligence requise est donc à géométrie variable et appréciée in concreto selon la situation et ses doutes. Il est attendu de l'agent économique une diligence raisonnable, d'aucuns diraient normale, ou plus exactement une diligence appropriée, qui s'apprécie en nature et en intensité, au regard des conditions de la transaction et des acteurs en cause. Le devoir de diligence recouvre donc à la fois un comportement prudent, une certaine vigilance, mais aussi des actes positifs de vérification. Elle est donc un standard psychologique exigeant de l'acteur une vigilance accrue par rapport au commerce traditionnel, avec notamment un constant raisonnable soupçon eu égard aux risques générés par la nature même du marché de l'art, mais aussi par la situation en fonction d'un certain nombre d'éléments caractéristiques qui doivent attirer son attention, des signaux d'alerte, dits red flags, censés faire naître chez lui des doutes, et ce doute commander des vérifications complémentaires. L'incertitude génère donc du doute qui doit amener l'individu à douter. Dans un deuxième temps, en fonction des données factuelles de la situation commerciale, qui va être passée au crible du comportement diligent de l'acteur, la diligence génère des prescriptions positives, ce sont les diligences requises de lui. Il est attendu du professionnel de satisfaire à un devoir d'information adapté à la situation, en réalisant des vérifications matérielles objectives, appropriées, raisonnables. Ces vérifications permettent de révéler des situations d'illégalité et d'en tirer les conséquences. Elles passent par des opérations très concrètes pour débusquer ces situations illicites. Ces informations peuvent en effet porter sur le contexte de création de l'œuvre, son éventuel détachement d'un ensemble monumental, notamment pour l'archéologie, ses différents propriétaires, le commanditaire, le premier acquéreur, les reventes successives, le passage en collection, ses passages sur le marché de l'art, chez un galeriste, en vente publique, sa place dans la littérature scientifique avec la consultation des catalogues raisonnés, des catalogues d'exposition, et sur l'histoire des déplacements de l'œuvre, notamment avec des certificats.
Cette recherche de provenance va donc être adaptée par le professionnel aux risques générés par les incertitudes du bien, objectivement par la situation et subjectivement par l'interlocuteur. Par ce doute méthodique, on va pouvoir ainsi dissiper les incertitudes de l'objet relatives à son histoire. Les outils généralement mobilisés à cette fin sont essentiellement donc les titres de propriété sur la chose, les actes de succession, les contrats de vente, les factures, mais aussi les documents liés à la circulation physique et juridique de l'œuvre, certificat d'exportation, déclaration d'importation, bordereau de transporteur, gage éventuel, les documents liés à son histoire scientifique et commerciale, donc les catalogues d'exposition, les monographies, les catalogues raisonnés, les catalogues de vente, les étiquettes de maisons de vente au verso de la toile, la consultation de bases de provenance, la consultation de nomenclature de biens à risque, je pense notamment aux listes rouges de l'ICOM, le Conseil international des musées, qui recense par région des types de biens à risque, la consultation des bases de données de biens volés, essentiellement la base Interpol ou la base UNESCO, qui ont d'ailleurs le très fort inconvénient de ne pas délivrer de récépissé de recherche à des fins probatoires, mais aussi de solliciter l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, qui par sa base TREMA va vérifier l'absence de signalement de l'œuvre. Enfin, la sollicitation de chercheurs de provenance, alors soit par des services internes aux maisons de vente, des spécialistes indépendants ou des entreprises spécialisées, et notamment un registre international, l'Art-Plus Register, qui est un registre commercial qui fait autorité et qui rend un rapport à l'issue de l'enquête. On le voit donc, tant en matière d'authenticité que de diligence requise, il existe sur le marché de l'art un véritable cycle de la non-certitude. L'incertain génère du doute, qui doit souvent lui-même amener à douter et faire état de ses doutes dans une description témoignant des incertitudes de conclusion. Mais ne serait-ce pas là une vérité juridique de l'incertitude, une incertitude corsetée, un doute exprimé? Je le crois, en particulier sur le marché de l'art, lu au prisme du droit. Je vous remercie pour votre attention.